Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Ce que je vais vous proposer, c'est dans un premier temps des notions un peu générales, génériques sur l'investissement en LMNP, des choses simples, du pratique, du concret, et dans un second temps, aborder quelques-unes des difficultés auxquelles sont confrontés actuellement les investisseurs en LMNP. J'ai identifié au fil de mes échanges avec des investisseurs 3 types de difficultés. Et donc, je vais essayer de vous en parler ce soir de manière la plus simple, la plus intelligible possible. Ce Facebook Live est enregistré et il viendra ensuite alimenter la chaîne YouTube du cabinet à laquelle je vous invite à vous abonner. Je vous propose à présent d'entrer dans le vif du sujet. En premier lieu, on va voir des notions génériques, globales, sur ce qu'est un investissement locatif en LMNP. Très souvent, les investisseurs, au moment de l'achat, ne réalisent pas totalement comment l'investissement se décortique juridiquement. Et malheureusement, ils ne prennent conscience de ces mécanismes juridiques que lorsqu'une difficulté survient. Et donc, avant d'explorer les difficultés qui peuvent survenir, voyons quels sont les mécanismes juridiques de l'investissement à l'MNP. Je vous assure, ce n'est pas un cours de droit, on va faire du très très concret. Premier contrat, c'est un contrat de vente avec un promoteur. Parce que quand on achète une chambre dans un EHPAD ou dans une résidence étudiante, c'est 99% des cas dans le cadre d'un immeuble qu'un promoteur est en train de construire. Donc, comme si vous achetiez un appartement en état futur d'achèvement, c'est une vente en état futur d'achèvement, une VFA, donc un premier contrat entre l'investisseur et le promoteur. Bien souvent, cette acquisition est financée par un prêt immobilier qui est conclu avec une banque. Donc, un premier contrat qui est la VFA, un deuxième contrat qui est le prêt, avec un interlocuteur, un co-contractant différent. Troisième contrat en matière de VFA, et c'est celui dont on va parler ce soir, c'est le bail commercial. L'acquéreur en LMNP, il va consentir un bail commercial à un exploitant. L'acquéreur est le propriétaire, l'exploitant est le locataire. Et vous comprenez tout de suite qu'il n'y a pas de lien entre le prêt bancaire et le bail commercial. Il y a un contrat de prêt entre l'acquéreur, emprunteur et sa banque, et d'un autre côté, il y a un contrat de bail entre l'investisseur, propriétaire, et l'exploitant, locataire. Et puis, quatrième interlocuteur, auquel on pense très peu quand on parle de LMNP, c'est le syndic de copropriété, parce que cet immeuble construit par un promoteur avec plusieurs appartements, il a été vendu à d'autres investisseurs et tous ces investisseurs sont des copropriétés. L'immeuble en copropriété est soumis au statut de la copropriété. Les copropriétaires sont donc convoqués en assemblée générale, ils désignent un syndic, ils donnent quitus au syndic de sa gestion, le syndic ayant pour mission habituelle, administrer les parties communes, recueillir les charges de copropriété, payer les dépenses communes, etc. Alors, bien souvent, le promoteur, l'exploitant et le syndic ont des liens juridiques, capitalistiques, et parfois, l'acquéreur, l'investisseur ne réalise pas bien quels sont ces liens et surtout ne dissocie pas bien ces différents interlocuteurs. En revanche, lorsqu'une difficulté survient, ils sont tous assez prompts à dire « mais le problème que vous me soulevez est un problème de charge de copropriété que vous devez régler avec le syndic. Or moi, par exemple, je suis simplement votre locataire. » Ou la banque peut vous dire « vous avez une baisse des loyers imposée par votre locataire. Avec moi, vous avez souscrit un contrat de prêt, vous devez rembourser les échéances. » Parce que ces opérations, elles ont un équilibre financier. L'objectif, il est assez simple, c'est de faire en sorte que les mensualités du prêt et les charges de copropriété soient à minima couvertes par les loyers perçus et l'économie d'impôt.
voire peut-être un effort d'épargne ou pas, ou temporairement. Mais lorsqu'un problème survient, alors un d'inachèvement par exemple, puisque vous avez vu, on achète souvent dans un immeuble qui n'est pas encore construit, donc l'inachèvement c'est un risque. Le retard de livraison en est un, très fréquent cette année. Vraiment, on a un gros sujet sur la DEFA et le retard de livraison. La perte de l'avantage fiscal, si le retard est considérable. La baisse ou la suspension des loyers, qui sont les thèmes que l'on a abordés tout à l'heure, ou bien la cessation d'exploitation, la résiliation du bail commercial. Dans ce cas, les revenus qui étaient attendus pour financer l'opération, ils vont disparaître. L'économie d'impôt peut-être également, et donc l'acquéreur devra faire un effort d'épargne beaucoup plus important que celui qu'il avait imaginé, voire un effort d'épargne qu'il n'avait pas envisagé. Et lorsque l'on est dans cette situation, rappelez-vous, le prêt qui a été consenti par la banque, lui, il est totalement déconnecté de l'exploitation du bien. Il est également, plus ou moins, mais sans entrer dans le détail, il est également déconnecté de la VFA. Donc, en cas de retard de livraison, les mensualités du prêt peuvent également commencer à courir. Il y a des mécanismes pour l'éviter, mais ce sera sans doute l'objet d'un autre Facebook Live. Je reviens donc sur l'équilibre financier et les facteurs de rupture de cet équilibre. Avec ces explications, allons maintenant sur la situation actuelle. Voyons ce qui se passe, ce que vivent les investisseurs et les motifs pour lesquels ils nous consultent assez fréquemment ces derniers temps. Alors, on voit régulièrement aujourd'hui, mais ça c'est pas spécifique, hein, mais les négociations sont un peu plus dures à l'heure actuelle. On voit aujourd'hui beaucoup d'exploitants qui proposent un nouveau bail aux propriétaires. On voit également un autre thème qui est l'annulation de l'indexation. Ça, c'est un phénomène qui, à ma connaissance, ne concerne qu'un exploitant, mais qu'il est très intéressant de comprendre et de décortiquer parce que ce sont des mécanismes vraiment passionnants et les conséquences concrètes sont très importantes. L'autre sujet, c'est directement lié à la crise sanitaire. Ce sont des exploitants de résidences de tourisme en particulier, de résidences étudiantes également, qui proposent, imposent aux propriétaires des baisses de loyer, voire simplement la suspension, l'annulation du loyer. Alors, nous allons regarder ces trois situations plus en détail. Négociation d'un nouveau bail, annulation de l'indexation et baisse, suspension du loyer. Je vous propose donc de commencer par la négociation d'un nouveau bail et avant d'attaquer l'annulation de l'indexation, de faire une petite pause pour répondre à vos questions via les commentaires. Alors, encore un petit peu de notions génériques, parce que tout le monde connaît l'expression bail commercial 369. Alors, pour vous en dire un peu plus sur cet étrange libellé 369, un bail commercial ordinaire, c'est 9 années. Et 3 fois 3 ans. Alors, à l'issue de la première période de 3 ans, sous réserve de respecter un préavis de 6 mois, seul le locataire peut résilier. À l'issue de la deuxième période triennale, toujours avec le même préavis, la même durée de préavis, le locataire peut résilier le bail. Donc on a 3, on a 6. Et à 9, la situation est un peu différente parce que, toujours avec un préavis de 6 mois, le locataire ou le propriétaire peuvent résilier. Et donc, on sent bien qu'ici, lorsqu'on arrive au bout des 9 années, soit on met fin au bail, ce qui n'est pas forcément intéressant pour le propriétaire d'une chambre en EHPAD, soit on convient des conditions de la poursuite de la relation contractuelle. Donc, généralement, un nouveau bail. L'autre option, c'est la tacite reconduction
on ne touche pas au bail, on ne touche pas à ses conditions financières. J'en dirai un mot très rapidement. Alors, que nous proposent nos exploitants d'EHPAD, de résidence hôtelière, résidence étudiante, lorsqu'ils veulent soumettre aux propriétaires un nouveau bail? Alors, je vous ai donné quelques items, des exemples de clauses proposées aux propriétaires. Je voudrais ici m'arrêter un instant pour vous faire mesurer la particularité de ce contrat. Imaginons un bail d'habitation. On est propriétaire bailleur et on a un locataire, une famille, un étudiant, peu importe. Il est inenvisageable que ce soit le locataire qui revienne vers le propriétaire en lui disant, par exemple, hein, écoutez, moi je veux bien rester dans le logement, mais il va falloir me baisser le loyer. Bon, ça paraît surréaliste dans tout autre type de bail, même pour un bail commercial. On est vraiment dans une situation très particulière où le rapport de force est ici inversé et c'est le locataire qui se trouve en mesure, quasiment, d'imposer au propriétaire ses propres conditions. Et le risque, tous les propriétaires, tous les investisseurs le mesurent, c'est de se fâcher, de rompre contractuellement avec l'exploitant. Parce que si vous avez acheté, par exemple, une chambre, un appartement dans une résidence à la montagne qui est exploitée par une grande ancienne, eh bien, cette grande ancienne met votre appartement en location, le propose à la location via ce catalogue, elle assure l'accueil des voyageurs, l'encaissement des loyers, l'entretien, le ménage, les casiers à ski, etc. Comment imaginer, quand on a acheté une chambre dans une résidence hôtelière à la montagne, que l'on va s'extraire du système Pierre et Vacances, par exemple? C'est très compliqué, intellectuellement et concrètement. Comment on va donner les clés à ses locataires? Est-ce qu'on va être sur place tous les samedis pour assurer les entrées et les sorties? Comment on va pouvoir proposer les services annexes, casier à ski, restauration, ménage, etc. Donc, il y a toujours une pression sur le propriétaire où l'exploitant lui dit, bah, grosso modo, si vous n'êtes pas satisfait de mon offre, je suis prêt à résilier le bail. Alors, ils le disent, ils le laissent entendre, ils donnent des délais qui ont l'air d'être impératifs, qui ne le sont généralement que dans l'esprit de l'exploitant. Donc, vient se nouer ici une négociation qui demande de la réflexion, du sang-froid, qui mérite aussi de mutualiser, de rencontrer les autres propriétaires, notamment à l'occasion d'assemblées générales de copropriété, parce que quand on est plus nombreux, on est plus fort pour négocier. Donc, les négociations avec un exploitant, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours un peu délicat parce que on a bien conscience, quand on accompagne les investisseurs, qu'il n'est pas dans l'intérêt du client, sauf cas exceptionnel, de quitter le système. Donc, l'idée, c'est de rester dedans tout en faisant en sorte que ses droits légitimes soient respectés et qu'il perçoive encore pendant le plus longtemps possible un loyer qui va lui permettre de maintenir l'équilibre financier de l'opération que l'on a envisagé au début. Donc, dans les propositions qui sont faites, bon, sur la durée, il n'y a pas grand-chose à dire. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Souvent, l'exploitant propose de renouveler, de signer un nouveau bail moyennant un loyer réduit par rapport à ce qu'il est devenu, puisqu'il a augmenté au cours du premier bail. Et donc, par exemple, c'est peut-être une proposition d'un retour au montant initial du loyer. Les arguments, ça va être de dire on a fait beaucoup de travaux, on va en faire encore beaucoup, le marché, la crise, etc. Bon, tout ça se négocie, hein. On est vraiment sur un terrain contractuel. Juridiquement, en tout cas, l'exploitant n'est pas en mesure d'imposer des choses. Maintenant, le rapport de force est celui que je vous ai décrit précédemment. Alors, par exemple, les taxes foncières, le nouveau bail peut prévoir qu'elles soient mises à la charge du propriétaire. Ce n'est pas une obligation légale. En matière de bail commercial,
les taxes foncières peuvent être dans leur intégralité mises à la charge de l'exploitant. Donc, ce peut être un point de discussion, par exemple, si on a du mal ou si on sent que ça bloque sur le montant du loyer, eh bien on sait qu'on a des leviers avec des items accessoires du contrat de bail. Autre sujet, autre thème du nouveau bail proposé, les gros travaux. Alors, j'ai vu récemment un exploitant proposer aux propriétaires, bailleurs, en contrepartie de la baisse du loyer, de prendre à sa charge les gros travaux, ce qu'on appelle les travaux de l'article 606 du Code civil. Je ne sais pas si c'est de la méconnaissance juridique ou de la malhonnêteté. Pourquoi? Parce que, quand bien même vous écrivez dans un bail commercial que les gros travaux seront à la charge du locataire, cette clause est illégale. Donc, poussons le raisonnement jusqu'à son terme. On signe un nouveau bail avec l'exploitant. Celui-ci, l'immeuble nécessite de gros travaux qui sont votés, réalisés, payés. Et en vertu du bail qui a été signé, le propriétaire se dit je vais demander à mon locataire de me les rembourser, comme je lui demande de me rembourser les charges de copropriété récupérables. Et là, l'exploitant sera en mesure de dire non, je refuse de vous payer les gros travaux puisque la loi interdit qu'ils soient mis à la charge du locataire. Et donc, vous aurez accepté une contrepartie qui est, en contrepartie de la baisse du loyer, le fait que les gros travaux soient mis à la charge du locataire, mais in fine, le coût des gros travaux ne sera pas supporté par l'exploitant locataire, mais bien par le propriétaire bailleur. Donc, c'est une contrepartie qui n'en est pas réellement une. D'où mon propos introductif. Est-ce que c'est une méconnaissance ou est-ce que c'est un petit peu malhonnête? Je ne sais pas, peu importe. En tout cas, c'est vraiment un point de vigilance. Surtout que lorsque l'on est au stade du nouveau bail, cela veut dire que, en général, un premier bail a couru, que l'immeuble a 10, 12, 15 ans, donc les travaux, et même de gros travaux, ce peut être une réalité à court ou moyen terme. Donc, c'est un point à prendre en considération. Alors, l'indexation. Là aussi, c'est une clause qui est tout à fait négociable. Alors, ce que j'ai vu récemment, c'est dans la proposition d'un exploitant, c'est de dire, eh bien, on se base sur ILC, c'est l'indice des loyers commerciaux, c'est l'indice de référence pour les baux commerciaux, mais on limite l'augmentation à 3% tous les 3 ans. C'est-à-dire que, quand bien même l'indice augmenterait de 10%, ce qui n'est pas le cas, mais qui pourrait, eh bien, le montant du loyer, lui, n'augmenterait au maximum que de 3% tous les 3 ans. Là aussi, c'est une clause sur laquelle il est possible de discuter. Là, comme je vous l'avais indiqué, je vous propose, avant d'aller plus loin et de parler précisément des clauses d'indexation et de leur annulation, de faire une petite pause dans mes développements et de répondre à vos questions. Alors, une question, j'ai reçu la résiliation en fin de bail des 9 ans, je n'ai pas eu de proposition pour la suite. Alors, si l'exploitant reste dans les lieux, le bail continue. Il continue sous le système de la tacite prorogation. Je vais vous en parler dans un instant. Alors, lorsque une proposition est faite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on peut discuter. On n'est pas obligé, vous n'êtes en aucune manière obligé d'accepter telle quelle la proposition qui est faite, même si l'exploitant vous impose un délai. C'est un délai qui n'existe que pour lui. Donc, on répond. L'idée, c'est de répondre à l'exploitant et de dire j'ai bien reçu votre proposition, je vous en remercie, mais certains points méritent discussion, et notamment
demandez le projet de bail que l'on va vous proposer de signer. Parce que le diable se cache dans les détails. Donc, généralement, on reçoit une lettre avec 3-4 points, le montant du loyer, l'indexation, les gros travaux, mais on n'a pas le projet en lui-même. Or, un bail commercial, c'est un contrat assez complexe qui mérite d'être analysé avant d'être signé et parfois discuté clause par clause. Donc, c'est l'objet de ces négociations. Donc, sur la base du projet, évidemment, l'idée, c'est d'adresser à l'exploitant une contre-proposition. Et à partir de là, eh bien, soit on a un nouveau bail, on a accepté, par exemple, une baisse du loyer, un retour, peut-être idéalement pas un retour, mais simplement une minoration du loyer tel qu'il avait évolué pendant les années passées, en contrepartie de la signature d'un nouveau bail 369 qui assure une certaine pérennité dans les revenus. L'autre hypothèse, c'est qu'on ne s'est pas mis d'accord et on est dans le régime de la tacite prolongation, donc c'est ce que je vous disais si l'exploitant est resté dans les lieux. Il dénonce le bail, mais il n'y a pas de nouveau bail qui est signé. Donc on est dans une situation où le bail d'origine se prolonge néanmoins aux conditions financières d'origine. En revanche, chacun propriétaire ou locataire a la capacité de résilier, cette fois-ci à tout moment, moyennant un préavis de 6 mois. Donc, on n'est plus dans le mécanisme 3, 6, 9. L'exploitant peut choisir de quitter les lieux, en tout cas de résilier votre bail, une des chambres ou progressivement toutes les chambres au moment qu'il choisira, si vous êtes dans ce mécanisme de la tacite prolongation. Je reviens aux commentaires avant d'entreprendre les questions sur l'indexation. Alors, je reviens sur le cas du propriétaire qui n'a pas d'informations pour la suite. Ça vaut peut-être le coup de prendre contact avec l'exploitant pour savoir ce qu'il en est. Peut-être également de contacter d'autres copropriétaires pour voir s'ils sont dans la même situation. Il y a des dossiers dans lesquels les copropriétaires se réunissent et pour retrouver eux-mêmes un exploitant qui va reprendre la résidence. Ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, mais certains le font. Et une fois qu'on a remis un exploitant en place et qu'on est parti pour 9 années, tout ce travail, tous ces efforts sont récompensés. Alors, une question plus précise sur le Covid. Alors, faute d'avoir eu des locataires étudiantes, je me suis résolue ce jour à vendre mon LMNP. Et son prix a énormément baissé, hélas. Malheureusement, c'est l'un des problèmes de ces investissements. On achète, quand on réalise cette opération-là, on l'aperçoit quasiment uniquement comme une opération, presque un placement financier avec un avantage en termes de fiscalité. Or, c'est vraiment un achat immobilier. C'est ce que je voulais souligner au début en vous disant, il y a bien une vente, il y a bien un contrat de prêt. Et si vous vendez aujourd'hui moins cher que ce que vous avez acheté, potentiellement, vous pourrez ne pas désintéresser la banque totalement. Je prends un exemple. Vous avez acheté 120 000 euros. Vous avez emprunté 120 000 euros. C'est généralement ce qui se fait. Aujourd'hui, la chambre vaut 60. Vous la vendez 60, mais si votre capital restant dû auprès de la banque, il est de 80, eh bien, vous n'allez pas pouvoir désintéresser la banque simplement avec le produit de la vente, puisque vous restez devoir 80 à la banque, mais vous ne pouvez vendre que 60. Donc, il y aura un delta de 20 000 euros qui restera dû à la banque, indépendamment de l'opération d'achat et de vente de la chambre dans la résidence étudiante. Il y a des affaires dans lesquelles la responsabilité des personnes qui ont conseillé, recommandé l'opération a été mise en cause, notamment lorsqu'il y a une perte de valeur très importante. La crise sanitaire aujourd'hui vient quand même modifier le schéma. Si la perte de valeur
est conjoncturel et strictement lié à la période, difficile, me semble-t-il, d'engager la responsabilité de quiconque. Alors, en fait, j'ai reçu un courrier remis en main propre par l'huissier pour résiliation. Mais je ne sais pas si l'exploitant s'en va ou reste. Je vais le contacter effectivement. Oui, c'est la meilleure manière de faire. C'est de prendre contact avec eux. Et puis, il y a pas mal de groupes Facebook, notamment, d'investisseurs qui se retrouvent par ce biais pour faire leurs démarches en commun. Alors, ça peut être des démarches amiables, et puis s'il le faut, des démarches judiciaires. Je vais revenir au sujet. Alors, je vous propose maintenant un sujet qui est assez pointu, assez technique, mais que je trouve vraiment très intéressant. On a des exploitants qui aujourd'hui nous disent, dans les contrats, dans les baux commerciaux que j'ai rédigés, que je vous ai fait signer il y a 10 ou 12 ans, figurait une clause d'indexation. Et aujourd'hui, cette clause d'indexation, elle serait licite. Alors, une clause d'indexation, c'est une clause qui dit le loyer initial, il est de 100, et ce loyer va évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de la variation d'un indice. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'indice des loyers commerciaux, c'est un indice plutôt récent. Dans les baux plus anciens, on trouve d'autres références. Donc, l'idée d'un indice, par exemple l'indice du coût de la construction, c'est de faire évoluer, de faire varier le montant du loyer. Si l'indice monte, le loyer monte, le montant du loyer monte. Si l'indice baisse, le montant du loyer baisse. Et il y a quelques années de ça, en 2016, la Cour de cassation a annulé une clause d'indexation d'un bail commercial. Et aujourd'hui, on a un exploitant, qui a un service juridique assez malin, qui nous dit la clause du contrat de bail que l'on a signé ensemble, elle est illicite. Et je la déclare moi-même illicite, je me passe du juge, je fais simplement ici application d'une décision de la Cour de cassation. Et donc, je décide de moi-même d'annuler une clause du contrat que nous avons signé ensemble, et cette clause a permis l'augmentation progressive du montant du loyer. Et donc l'exploitant fait un petit retour en arrière et vous dit, l'augmentation du loyer des 5 dernières années, elle ne vous était pas due. Je considère qu'elle ne vous était pas due. Donc vous, propriétaire, vous me devez de l'argent. Et cet argent, comme je suis très aimable, je ne vais pas vous le prendre d'un seul coup sur votre prochain loyer, je vais échelonner progressivement sur les prochains mois, prochains trimestres de loyer. Donc, je considère que vous me devez 100. Et donc, sur votre échéance, votre prochain loyer du 4e trimestre maintenant 2020, qui est de 200, je vais enlever, par exemple, 50. Et j'appliquerai cette décote à tous les trimestres suivants jusqu'à compensation de l'augmentation du loyer que je considère comme étant illicite. Alors, pour un juriste, c'est une argumentation qui pose problème. D'abord parce que la jurisprudence, c'est pas la loi. C'est pas parce que dans une affaire opposant la société Tahiti, et c'est vraiment le nom de la boîte, à son propriétaire, c'est pas parce que dans cette affaire-là, la Cour de cassation a dit la clause d'indexation est illicite, que dans le dossier entre Monsieur I et Pierre et Vacances, la clause du bail conclu est illicite. C'est absurde. Vous ne pouvez pas appliquer une décision de justice dans laquelle vous n'êtes pas partie. Ce serait comme de dire ma voisine a obtenu 2 000 € de pension alimentaire de son ex-mari et demander à son ex-mari de verser la même chose. On comprend bien que ça n'a pas de sens et que ça ne fonctionne pas comme ça. L'autre problème, c'est que la clause qui est dans votre bail commercial n'est pas nécessairement strictement identique à celle que la Cour de cassation a annulée. Mais ça, l'exploitant en fait fi. Dernier argument juridique, c'est qu'on ne peut pas se faire justice à soi-même. Imaginez un salarié, je pense à un restaurant par exemple, qui considère que ses heures sup ne lui ont pas été payées et donc qui va aller prendre l'argent dans la caisse du restaurant.
Ça n'existe pas. Quand on considère qu'une clause est illicite dans un contrat, on en saisit le juge. Alors, l'affaire qui a permis à la Cour de cassation de se prononcer sur un type de clause d'indexation sur lesquelles je reviendrai ensuite, c'est une procédure qui a opposé M. X, on ne connaît pas le nom, à une SARL Tahiti, qui est ou qui était un centre de bronzage. Dans ce dossier, un bail a été conclu en 2002. En 2012, je pense que le locataire avait des difficultés de paiement du loyer. Et pour se défendre, pour essayer en tout cas de minorer sa dette, son conseil a imaginé de critiquer la clause d'indexation du contrat en disant si la clause est illicite, le loyer, l'augmentation du loyer, au moins dans les 5 dernières années, puisque c'est la durée de la prescription, elle ne sera pas due au propriétaire. Donc, l'affaire commence avant 2012, mais en 2012, on a un jugement du tribunal de grande instance de Paris, on a en 2014 un arrêt de la Cour d'appel de Paris, et on a enfin en 2016 un arrêt de la Cour de cassation. Donc, il aura quand même fallu à ces personnes 4, presque 5, au bas mot 6 ans de procédure pour obtenir gain de cause. Et depuis 2016, que se passe-t-il? Les tribunaux, les cours appliquent la jurisprudence de la Cour de cassation, mais l'appliquent avec discernement, c'est-à-dire l'appliquent uniquement dans les cas où le contrat dont l'examen leur est soumis comporte exactement la clause qui a été annulée. Si c'est un copier-coller de la clause annulée, oui, on a toute chance d'obtenir gain de cause en justice. Maintenant, si c'est une clause différente, non. Donc c'est une application, j'ai qualifié de nuancée, et c'est vraiment du cas par cas. Donc, en aucune manière, on ne peut appliquer la décision de 2016 à tous les baux commerciaux qui comporteraient une clause d'indexation. C'est impossible. Alors, pour aller un peu plus dans le détail de la décision de la Cour de cassation, la clause qui lui a été soumise est une clause qui a été rédigée, vous aurez le détail, mais pour vous l'expliquer simplement, en disant le montant du loyer va évoluer en fonction d'un indice. Donc, logiquement, un indice, il peut évoluer à la hausse ou évoluer à la baisse. Donc, si l'indice monte, le loyer augmente. Si l'indice baisse, évidemment, le loyer baisse aussi. Eh bien, une pratique s'était instaurée en matière de baux commerciaux où, certes, on faisait référence à un indice pour faire évoluer le montant du loyer, mais on prévoyait que l'indexation à la baisse était exclue. Conséquence, le loyer ne pouvait qu'augmenter si l'indice augmentait ou bien stagner si l'indice baissait. Et la Cour de cassation a considéré que cette asymétrie faisait disparaître le jeu normal de l'indexation. Évidemment, asymétrie qui était complètement en faveur du propriétaire, parce que lui, certes, il avait accepté une indexation du loyer, mais cette indexation ne pouvait que lui profiter, puisque l'augmentation de l'indice entraînait l'augmentation du loyer, la baisse de l'indice n'entraînait aucune baisse de loyer. Donc, cette asymétrie a été condamnée par la Cour de cassation, qui déclare la clause nulle. Mais l'arrêt rendu en 2016 ne s'applique qu'entre Tahiti, la SARL Tahiti, et son bailleur. En aucune manière, il ne vient s'appliquer à l'ensemble des baux commerciaux. Plus encore, les clauses d'indexation des LMNP sont généralement assez différentes de la clause qui a été annulée. Pour ceux qui souhaitent en faire la lecture, j'ai reproduit la clause qui a été annulée. Vous voyez, c'est la dernière phrase qui souligne le principe. La présente clause d'échelle mobile ne saurait avoir pour effet de ramener le loyer révisé à un montant inférieur au loyer de base précédant la révision. Donc ici, on a une absence de réciprocité qui est complètement caractérisée. Dans les contrats LMNP, et à titre documentaire, regardez dans le vôtre, spécialement si vous êtes concerné par cette question et par les correspondances adressées par cet exploitant,
qui sont assez comminatoires et de nature à impressionner. Dans le dossier auquel je pense, la clause était rédigée de manière très différente, puisqu'elle prévoit le loyer sera réévalué au 1er janvier de chaque période triennale au taux fixe de 2% de l'an par année complète de loyer versé. Donc, certes, la clause ne prévoit que l'augmentation du loyer, mais en aucune manière, cette clause-là ne fait référence à un indice. Alors, plus ou moins, on explique ensuite qu'il est précisé que ce taux a été déterminé par rapport au tarif des prestations de maison de retraite, etc., etc. Mais en aucune manière, l'augmentation, la révision du loyer n'est corrélée avec un indice. C'est simplement l'exploitant qui, en plus, est le rédacteur du bail. C'est évidemment pas l'investisseur, le propriétaire qui rédige le contrat et encore moins ce type de clause. Donc, l'exploitant a lui-même rédigé cette clause. C'est sans doute au moment de la signature de l'intégralité de l'opération un argument de vente important de dire de toute façon, vous verrez, ça augmentera systématiquement de 2% par an. Et aujourd'hui, 10 ou 12 ans après, l'exploitant vient nous dire ah ben non, la clause, elle est illicite et donc l'appréciation, l'augmentation du loyer des 5 dernières années, je l'annule de ma propre initiative. Alors, non, non, en aucune manière, la clause de ce contrat de LMNP est parfaitement différente de celle qui a été annulée par la Cour de cassation. Ce n'est pas ce qu'on appelle une clause d'échelle mobile. Ici, c'est échelle mobile. L'indice peut augmenter, l'indice peut baisser, mais le bail prévoit seulement une augmentation du loyer et exclut toute baisse du montant du loyer. Dans le cadre du LMNP, il n'y a pas de référence à un indice par rapport auquel le loyer évoluerait. Il est convenu en revanche entre les parties que le loyer augmentera systématiquement de 2% par période. Donc c'est vraiment totalement différent. Donc aucun des arguments de l'exploitant n'est recevable. C'est un exemple qui peut-être ne concerne pas énormément de gens. Néanmoins, je trouve qu'il est très significatif de la méthodologie, où l'exploitant affirme, et comme ils savent qu'ils sont face à des investisseurs, souvent des particuliers qui n'ont pas les compétences juridiques, et évidemment, on ne peut pas leur en vouloir pour apprécier le bien fondé de l'argumentation, c'est un peu le plus fort contre le plus faible. Alors, lorsqu'une telle situation se présente, eh bien, moi je recommande aux investisseurs de répondre en indiquant que non, en aucune manière les arguments ne sont recevables, et la réponse à faire, c'est de mettre l'exploitant en demeure, de régler ce qu'il doit, et ce qu'il doit, c'est le loyer révisé sans annulation de l'indexation, et surtout ce qu'il doit, c'est le loyer révisé sans aucune retenue au titre de l'indexation des années passées. C'est le mécanisme de la compensation que j'ai évoqué tout à l'heure. Donc, il doit maintenir le paiement du montant du loyer indexé. Si il estime que sa clause est illicite, il lui appartient de saisir le tribunal pour qu'elle soit éventuellement déclarée illicite par la juridiction. Il fera le parcours contentieux que l'on a vu tout à l'heure pour l'affaire Tahiti. Il devra supporter les délais de procédure, etc. Mais c'est ça, un état de droit. C'est pas le Far West où on se fait justice à soi-même. Donc, réponse, non. Maintenant, on peut aussi envisager une discussion. Je vous ai dit tout à l'heure que le rapport de force, il est déséquilibré entre l'exploitant et l'investisseur propriétaire. On n'a pas forcément intérêt à aller au clash, aller à la rupture avec l'exploitant. Donc, peut-être que ça vaut le coup de négocier. Il faut analyser un peu plus finement que ce que l'on peut faire ici, la situation financière de l'investisseur. Est-ce qu'une baisse du loyer viendrait augmenter de manière très significative son effort d'épargne? Revenons encore à la notion d'équilibre financier.
quels sont les leviers? Est-ce que moins de revenus fonciers? Est-ce que par le jeu de la fiscalité, on ne peut pas accepter une baisse qui ne serait pas celle imposée, mais une baisse moindre en gardant avec le projet, le dessein de garder de bonnes relations avec l'exploitant? Pourquoi pas? Je crois que c'est une étape dont, de toute façon, il ne faut pas se priver. Qui peut aboutir sur une solution amiable, un avenant, un nouveau bail. Pourquoi pas, avec ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les clauses du bail sur lesquelles on peut négocier et celles sur lesquelles il faut être attentif. Si d'aventure on n'arrive pas à cet accord-là, eh bien malheureusement, le propriétaire n'aura d'autre choix que lui d'engager une procédure pour non-paiement du montant des loyers. Alors, se pose ici la question de savoir, est-ce que financièrement c'est pertinent? Parce que une chambre dans un EHPAD, une chambre dans une résidence hôtelière, ça ne génère pas forcément un loyer colossal, et la perte de l'indexation, c'est pas forcément des sommes spectaculaires. Donc, pour apprécier l'opportunité de cette procédure, eh bien, il faut essayer d'évaluer dans la durée. Par exemple, si je perds 30 € par mois, 15 € par mois, on va dire 20 pour faciliter mes calculs. Si je perds 20 € par mois, ça fait 20 fois 12, 240 € par an. Il me reste 10 ans où je pense détenir ce bien pendant encore 10 années. 240 fois 10, ça fait 2400. Donc là, on est peut-être, pour prendre sa décision, sur un autre raisonnement, pour apprécier l'opportunité d'agir. L'autre point important, c'est de se dire, ok, et si on était 4 propriétaires dans la même situation? 4 propriétaires avec des loyers impayés contre le même exploitant. Est-ce que notre intérêt, ce ne serait pas de mutualiser les coûts de la procédure pour que financièrement, ce soit plus pertinent d'engager une procédure judiciaire? Une fois qu'on a pris cette décision, eh bien on aboutit forcément à une solution qui va être un jugement ou bien un accord, parce que même une fois que la procédure judiciaire est engagée, on peut y mettre fin à tout moment par la conclusion d'un protocole d'accord, d'un nouveau bail, d'un avenant, etc. J'en viens maintenant. Alors ça, c'était vraiment la partie la plus technique, la plus complexe, mais qui méritait, à mon sens, qu'on y consacre un peu de temps. Le dernier item de ce soir, ce sont ce que j'ai appelé les avenants Covid. Ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que dans certains cas, il n'y a même pas d'avenant, et l'exploitant se contente purement et simplement de ne pas verser au propriétaire le montant du loyer en lui disant la résidence est vide. Mais cet argument-là, il ne tient pas la route. C'est comme si un locataire dans un bail d'habitation dit à son propriétaire, bah écoutez, ce mois-ci, j'occupe pas l'appartement, je suis parti en vacances, donc je ne vais pas vous payer le loyer. Non, non, non. Le bail commercial prévoit le paiement du loyer. Le paiement du loyer n'est pas conditionné, sauf en cas exceptionnel. Dans l'MNP, c'est pas le cas. Le paiement du loyer n'est pas conditionné à l'occupation des locaux par des touristes, des étudiants. Donc, l'exploitant ne peut pas imposer au propriétaire une baisse de loyer et encore moins une suspension du loyer. S'il le fait, on revient à ce qu'on a vu un petit peu plus haut, ben on discute, on négocie ou bien on assigne. Alors, dans les cas concrets qu'on a eu au cabinet, on a eu des annulations de loyer pures et simples pendant, par exemple, toute la période du confinement. Donc, pas de locataires, pas de clients finaux, donc pas de loyer. Mais d'abord, ce n'est pas le contrat de bail. Ensuite, l'exploitant, il a quand même conservé la résidence. Il en était toujours le locataire. Ensuite, il y a eu des mesures de chômage partiel, il y a eu des aides de l'État, etc. Et surtout, gardons à l'esprit que si il y a 2 ans, par exemple, ou si dans 2 ans, la résidence marche très fort, que l'exploitant augmente le coût de la semaine pour les vacanciers, le coût pour les étudiants, etc.,
je doute fort qu'ils reviennent vers les propriétaires pour leur proposer spontanément une augmentation du loyer, voire même la compensation des pertes qu'il leur a infligées à cause du Covid. Donc, ces situations-là, elles ne sont pas admissibles. L'exploitant ne peut imposer au propriétaire ni une réduction du montant du loyer, ni une suspension du paiement des loyers. Ça, c'est la règle. Maintenant, on est conscient que la période est compliquée, on est aussi conscient qu'on n'a pas forcément intérêt à rompre, aller jusqu'à la résiliation du bail, que l'intérêt de l'investisseur, c'est souvent une opération qui s'inscrit dans la durée. Donc l'intérêt de l'investisseur, c'est de continuer sur le long terme à percevoir ses loyers, quitte à faire ponctuellement un effort. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là? Soit on accepte, et ça peut être en difficulté, et je pense que c'est ce qui est arrivé à l'une des personnes qui suit le live de ce soir, et qui s'est trouvée contrainte de vendre la chambre faute de loyer qui lui permettait de rembourser le prêt. Donc, accepter la situation avec les conséquences que ça peut avoir, négocier, donc répondre à l'exploitant pour ouvrir la discussion. Et dans cette négociation, il est toujours bienvenu d'apporter des éléments financiers, d'aller explorer. Sur le web, on trouve beaucoup d'informations. Quelle est réellement la situation financière de telle ou telle résidence, du groupe, parce que peut-être qu'une résidence peut être en déficit et d'autres fonctionner très bien. Donc, et là aussi, l'exploitant, lui, mettra l'accent sur ce qui va mal, mais pour négocier, peut-être faut-il avoir des éléments financiers pour lui dire, attendez, d'un côté, cette résidence-là va mal, mais vous en avez d'autres dont l'exploitation n'a pas du tout affecté, en particulier des EHPAD. Ou bien, ok, j'accepte de faire le dos rond, de participer à ma manière à vous aider à passer ce moment difficile en acceptant temporairement une réduction du loyer, à la condition que vous vous engagiez, peut-être dans 2 ans, à m'indemniser de mes pertes si votre chiffre d'affaires venait d'à dépasser tel ou tel montant. Ça peut être, j'accepte une baisse temporaire du montant du loyer en contrepartie de la signature d'un nouveau bail et on repart pour 9 ans. C'est ça, tous ces éléments-là peuvent faire partie de la négociation avec l'exploitant et du maintien du dialogue et du maintien de la relation contractuelle. L'ultime étape, si les négociations n'aboutissent pas, ce sera d'assigner l'exploitant, dans les conditions que l'on a vues précédemment, en ayant apprécié l'opportunité d'engager une procédure judiciaire au regard des montants en cours, de ce que l'on risque, des montants des loyers perdus, du coût de la procédure et aussi de l'impact de cette assignation, de ce contentieux sur les relations futures avec l'exploitant. Mais je crois que d'entrée de jeu, il ne faut pas exclure cette hypothèse et pour mener les négociations avec à l'esprit un objectif, et se dire soit on aboutit à cet objectif, soit j'irai plus loin. Voilà. Et ici encore, ultime recommandation, regroupez-vous. On est plus fort à plusieurs, on a une force de discussion, une force de frappe financière, un soutien aussi moral, personnel qui est important dans ces cas-là. Bon, je vous remets le parcours, mais vous l'avez compris, hein. Réponse, négociation, solution amiable. En l'absence de solution amiable, procédure judiciaire, qui elle se solutionne soit par une décision de justice, soit par un accord, un protocole d'accord. Voilà, je suis allée au terme de ce que je voulais vous expliquer ce soir, des sujets sur lesquels je voulais échanger. Il nous reste encore quelques petites minutes pour vos questions. Oui, alors il y a une question. En ayant touché que 60% du loyer depuis le mois de mars, puis-je me retourner contre le bailleur? Oui, le bailleur devait verser le loyer dans son intégralité. Il n'y a pas de dérogation. Je vais reprendre l'exemple, on apprend plus facilement, du bail d'habitation. Imaginez, vous êtes locataire et vous avez
vous êtes au chômage partiel, vous avez des difficultés, beaucoup de gens en ont aujourd'hui, et vous allez vers votre propriétaire en lui disant, bah, écoutez, ce mois-ci, je vais vous verser que 60% du montant du loyer parce que j'y arrive pas. Non, quand on est locataire, on ne peut pas imposer au propriétaire une baisse de loyer. Juridiquement, en tout cas. Concrètement, évidemment, on peut le faire. Mais si on le fait, on s'expose à des poursuites judiciaires, allant jusqu'à l'expulsion. Là, le levier, il est biaisé, parce que, évidemment, quand on est propriétaire dans un EHPAD, on ne va pas aller jusqu'à la résiliation, parce que, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que je vais faire de ma chambre dans un EHPAD si je sors du système de la maison de retraite? Qu'est-ce que je vais faire de ma chambre dans une résidence étudiante si je ne suis plus, si la chambre n'est plus gérée par l'exploitant de l'ensemble de la résidence? C'est compliqué. Donc oui, il y a une action à mener contre l'exploitant qui a réduit de lui-même le montant du loyer. Idéalement, le faire de concert avec plusieurs autres copropriétaires, parce que vous êtes tous dans la même situation. Vous pouvez vous rapprocher du syndic ou attendre la prochaine AG ou regarder dans les AG précédentes la feuille de présence pour avoir l'identité des autres copropriétaires. Alors, les syndics sont souvent parfois des émanations de l'exploitant, du promoteur, voire même l'exploitant qui est le syndic bénévole. Donc, il est parfois difficile d'obtenir des informations sur l'identité des autres copropriétaires. Mais c'est une démarche qui peut être porteuse, qui peut permettre d'arriver à des solutions. Une solution qui serait idéalement, pourquoi pas une baisse du loyer, mais dans des proportions financièrement acceptables pour les copropriétaires. Je pense qu'on a fait le tour, mais de toute façon, les commentaires restent ouverts même après la fin de ce live. Alors, il me reste à vous remercier pour votre écoute, pour votre participation, à vous rappeler que la vidéo viendra rejoindre des précédentes interventions sur la chaîne YouTube du cabinet. N'hésitez pas à vous abonner. Je reçois des mots de remerciement. Merci, c'est gentil à vous. C'est gentil de le dire. Ravie que cela vous ait plu. Je suis aussi preneuse de vos idées d'intervention, évidemment autour de l'immobilier, des sujets que je connais. Donc voilà, n'hésitez pas, vos suggestions seront très bienvenues. Un grand merci à tous. Je vous souhaite une très belle soirée et vous donne rendez-vous pour un prochain live. À très bientôt. Bonne soirée à tous.